On a recommencé l'épisode 3 fois, on peut le dire? Petit problème de caméra. Bah, Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode. Camille, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, on s'est dit qu'on allait faire une petite intention et fermer les yeux. On met les mains vers le ciel et on va demander des cartes vertes pour cette fois. Voilà. Il y a 3 niveaux de questions, hein, vous savez, verte, orange et noire. Verte, facile, orange, médium et noir, difficile. Donc, on s'est dit que là, on voulait pas trop pleurer et on avait envie de se laisser un petit peu aller un peu de légèreté. Voilà. Donc, écoute, carte verte. Allez, carte verte. T'as à moi de tirer la carte. C'est toi qui tires, c'est très bien. Ok, allez, c'est parti. Carte verte, green card, visa États-Unis. Orange. Ah bah c'est pas mal, ça va. Middle. Quel est le plus grand risque que tu aies pris? Waouh. Donc médium, ça veut dire que temps de réflexion moyen. Quel est le plus grand risque que j'ai pris? Alors, toujours pareil, toujours la même mécanique. Je me laisse aller à ce qui vient en premier dans ma tête. Parce que si on réfléchit plus longuement, on peut analyser plein de risques qui ont été pris. Donc je prends ce qui est venu automatiquement. Je pense que ça a été mon choix de partir à l'étranger. Pourquoi j'appelle ça un risque? Donc je suis partie 2 fois à l'étranger. Donc partir à l'étranger, ça nécessite aussi que j'ai quitté mon travail. J'ai rebattu les cartes et je me suis dit plutôt que d'avancer vers quelque chose où je savais pertinemment où j'allais aller, et bah pourquoi pas rebattre finalement toutes les cartes et voir où la vie allait me mener. Donc il y a quelques années, je travaillais dans un grand groupe de médias dans les relations publiques. Donc pendant 5 ans, j'ai fait un travail, je faisais un travail que j'adorais. Donc j'avais absolument aucune raison de partir. Mais un jour, je suis partie en vacances à Los Angeles et je me suis retrouvée en haut des montagnes et ce sentiment de liberté ne m'a plus jamais quittée. Dans le sens où je me suis dit, mais j'ai envie de vivre d'autres choses dans ma vie que de me dire uniquement, je vais travailler, je me forme, je découvre ce qui est en train d'être possiblement ma carrière. Mais finalement, je savais quelle allait être la trajectoire. C'est-à-dire d'avancer dans mon poste, de gravir les échelons, de gagner plus. Mais j'avais envie de ressentir d'autres choses. Et donc, le plus grand risque que j'ai pris à l'époque, parce que on évolue et on a différents rapports au risque finalement. Mais déjà, le premier rapport au risque, c'est d'avoir quitté un travail qui était stable. Exactement. Et en fait, la sécurité aussi, quand tu la quittes, bah, tu sors de ta zone de confort. Et à l'époque, moi, je voyais ça comme un risque. Risque qui a été très bénéfique, hein, puisque c'est suite à ce voyage que, que j'ai trouvé ma voie dans la spiritualité, ma vocation. Ça a challengé aussi mon couple énormément. Je me suis retrouvée à devoir déconstruire mes repères. Et en fait, c'est un risque de déconstruire ses repères. On se rend pas compte parce que c'est pas du tout comme quand on va en voyage en vacances. Quand on se retrouve vraiment dans une ville et que tu as perdu ce qui peut constituer tes repères, c'est-à-dire à la fois l'environnement visuel et physique, mais aussi tes amis, tes liens. Même si tu te refais des amitiés, même si tu te refais des repères, finalement, tu reconstruis vraiment quelque chose. Donc, premier risque, je dirais que c'était en lien avec la stabilité de l'emploi. Mais ce risque, j'ai très bien fait de le prendre puisque, comme je te dis, j'ai découvert ma vocation là-bas. Nous, juste pour que vous remettiez un peu dans le contexte, on s'est rencontrés avec Jenny juste avant, je pense qu'on en avait parlé dans le 1er ou 2e épisode de podcast, on s'est rencontrés juste avant que tu partes justement aux États-Unis. Oui, c'était en 2019, exactement. On s'est rencontrés à ce moment-là, avant ce voyage effectivement pour les États-Unis. Ouais. Et du coup, on a matché, vraiment, on s'est super bien entendu et après on s'est pas vu pendant 1 an. C'est ça. Jenny sur place, donc comme elle expliquait, donc c'est là où tu as découvert pas ta spiritualité, mais plein de choses autour de la spiritualité. Et c'est là où Jenny a créé Sister Astro. Exactement. Tu l'as créé, mais sans que je sois au courant, sans qu'on en parle, sans que tu en parles finalement. Complètement. J'ai créé Sister Astro donc quand j'étais à Los Angeles. Donc effectivement, en fait, on parle du risque de quitter son emploi, de partir à l'étranger, mais ce risque a engendré aussi mon âme d'entrepreneur. Et donc, quand tu sors de ta zone de confort et que tu commences à te poser les vraies questions, tu te dis de quoi j'ai envie. Et j'avais envie de créer. Et en vérité, avant de créer Sisters Astro, j'avais commencé à créer des petites cartes avec des citations, tu vois. Et ce moment où j'ai commencé à créer ces petites cartes sur mon ordinateur et ensuite je suis partie dans une imprimerie, je les ai imprimées et j'ai vu que ce que j'avais dans la tête, ça pouvait être palpable entre mes mains. Et en fait, c'est comme ça que tout le processus a commencé. Pareil, j'aimerais aussi remettre dans le contexte par rapport à ces cartes. Ces cartes sont vraiment super, tu les as toujours aujourd'hui et c'est vraiment
une partie de toi, mais je trouve qu'il a aussi participé à la création de Sister Astro. Oui. Donc, c'est des citations, des super citations que moi j'adore. Ce sont des cartes qui sont hyper quali. C'est vraiment la carte que vous offrez quand vous offrez un cadeau, un anniversaire, à Noël ou juste une attention comme ça pour quelqu'un. Et ces cartes sont colorées. Donc, il y a déjà une colorimétrie qui est très présente. Et c'est quelque chose de très important dans le début de Sister Astro. Complètement. Qui l'est toujours aujourd'hui, mais ça a été vraiment quelque chose de très marquant dans la création de Sister Astro. C'est justement la colorimétrie qui était très forte. Mais tu l'avais déjà, tu avais ce truc-là dès le début. T'as raison d'en parler parce que tu vois, toutes les personnes qui peuvent me voir au quotidien, je suis toujours habillée en noir. Mais croyez bien que dans mon esprit, c'est que de la couleur. Que de la couleur. Enfin, si vous écoutez ce podcast en vidéo et que vous voyez la vidéo, Jenny a toujours les ongles de main colorés. Disons qu'on doit changer notre vernis toutes les 3 semaines. Bon, autant s'amuser un petit peu, quoi. Donc voilà, si je dois revenir au risque, en prenant ce risque de rechallenger un petit peu mon avenir, j'ai découvert vraiment ma voie, ma vocation, déjà pour entreprendre et ensuite pour découvrir mes passions. Et finalement, ce deuxième risque, je l'ai pris de la même manière quelques années plus tard. Donc je suis revenue en France après Los Angeles. L'entreprise finalement s'est développée et je me suis remise dans la même situation quelques années après. Donc j'ai une très mauvaise mémoire. C'était quand que je suis partie à Ibiza ? C'était il y a 2 ans, c'était pas le nouvel an cette année, ni celui de l'année dernière, celui d'avant, donc il y a 3 ans. Il y a 3 ans, oui, parce que ça fait 1 an que je suis revenue et je suis restée 2 ans à Ibiza. Donc j'ai refait exactement la même chose. En fait, j'avais trouvé un petit peu mon train-train dans mon entreprise. La vie fait qu'on devait changer d'appartement avec mon ex-conjoint et on cherchait un nouvel appartement à Paris et il n'y avait rien qui nous convenait. Et là... Ne me fais pas ça, parce que là, Jenny est en train de chercher un nouvel appartement à Paris. Ne déménage pas à l'étranger parce que tu cherches un nouvel appartement. Non, voilà. Alors de toute façon, je t'ai prévenu. Oui. Le plan, c'est que j'aimerais bien trouver un autre appartement prochainement, mais j'ai quand même pour ambition de repartir avec toi à Ibiza bientôt pour vivre, d'ici 2 ans. On verra, en 1 an et en 2 ans, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc, alors juste pour préciser, j'avais ce petit train-train dans l'entreprise, etc. Il y a eu pas mal d'aléas liés à l'entreprise. J'ai eu aussi beaucoup de mésaventures, de relations qui ont explosé à cette période-là, et c'est vrai que ma vie à Paris me faisait plus avancer. En fait, spirituellement, psychiquement, je me sentais un petit peu bloquée. Et une amie avec qui je parle m'envoie un message pour dire pourquoi vous ne viendriez pas à Ibiza. Et en fait, cette idée n'a fait qu'un tour dans ma tête parce que ça fait plusieurs étés que je partais à Ibiza chez Camille. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas. Et comme je suis une grosse folasse dans ma tête, je me suis dit si je l'ai fait 1 fois, je peux le faire 2 fois. Sachant que là, j'étais quand même un petit peu mieux préparée parce que je sais ce que ça coûte de partir vivre à l'étranger, de déconstruire ses repères. Je savais à quoi m'attendre. Et ça n'a pas loupé. Je savais peut-être à quoi m'attendre, mais je ne savais pas comment j'allais réagir. Et ça a été complètement différent cette fois-là. La preuve c'est que 2 ans après, je me suis séparée. Que en fait, finalement, au début, à Los Angeles, c'était pour le pro. Et puis à Ibiza, là où j'ai avancé, c'était au niveau du perso. À chaque fois qu'on en parle avec Camille, Ibiza, ça fait un effet de machine à laver. Tu te retrouves en fait dans une espèce d'avalanche, de tourbillon, d'ouragan intérieur qui fait que tu ne peux pas échapper à toi-même. Tu te mets face à une vérité qui est la tienne. Et que toutes les choses que tu ne veux pas voir en toi, tu commences à les voir. Alors c'est très inconfortable. Mais je dirais que le risque, on le sait quand on a touché à l'inconfort. Oui, et juste pour revenir sur le côté Ibiza, machine à laver, tout ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté. Il n'y a pas de sèche-linge, je précise. Ça, mais que nos proches qui se sont installés sur place, ont vécu sur place, peuvent aussi le constater. En fait, on n'a pas trop ce sentiment, on peut l'avoir en y allant en vacances et tout, mais bon, il faut vraiment avoir une phase d'introspection sur soi-même pour le vivre. Mais sinon, c'est quelque chose vraiment qu'on vit plus sur l'année. Il faut quand même se rendre compte que Ibiza, c'est seulement à 2 heures de Paris, mais finalement, on se sent hyper isolé parce que complètement. C'est à 2 heures de Paris, et sachez que l'hiver, il n'y a vraiment personne. On est vraiment sur une île qui ressemble à un village, à quelque chose près. C'est super, c'est ce que j'adore aussi en hiver à Ibiza, mais on a vraiment ce truc où finalement, on se retrouve seul. L'hiver, mais moi j'ai vécu en province, en campagne de Bordeaux toute ma vie pendant 24 ans, donc je sais ce que c'est, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le Taillan-Médoc à côté, pour ceux qui connaissent, c'est la fête, quoi. Genre vraiment, c'est Ibiza, l'hiver, il n'y a vraiment pas grand-chose, et là ça commence à se développer avec les années, mais voilà, et donc en fait il y a vraiment cette phase d'introspection sur soi-même parce qu'on se retrouve seul.
tout en étant finalement pas très loin de Paris. Et il y a quand même un énorme décalage parce que la vie qu'on vit à Ibiza, elle est complètement différente de celle qu'on peut vivre à Paris. Donc en fait, on se sent mais super loin des gens. C'est ça. Donc ça, on le ressent en été. Vraiment, moi, j'ai 10 ans que je pars à Ibiza l'été. Où l'été, j'ai l'impression que je suis à l'autre bout du monde, alors que finalement, je suis qu'à 2 heures de Paris. Mais l'hiver, on le ressent encore plus. C'est ça. Et c'est en partie pourquoi aussi je suis revenue. Parce que je me dis que si je repars un jour, je le ferai plus seule. Alors même si j'étais accompagnée de mon conjoint à l'époque, il y a vraiment, t'es seule avec la nature. Donc t'as un rapport aussi à la nature qui est très différent de ce qu'on peut retrouver partout. T'es vraiment sur une île et l'île, tu la ressens. Et donc, je me suis retrouvée dans un inconfort terrible, mais j'ai jamais été aussi proche de moi dans cette traversée. J'ai jamais regretté les risques que j'ai pris. En vrai, là, je parle du plus gros risque parce que ça m'a demandé de déconstruire les repères. Et je pense que cette perte de repères, c'est ce qu'on apprend tellement à construire toute notre vie que à chaque fois, quand on vous posera la question, c'est forcément en lien avec quelque chose qu'on a perdu au niveau des repères. Ça va au-delà des amis, ça va au-delà d'une habitation, même si parfois un intérieur, un chez-toi peut constituer un repère très important. Mais c'est aussi des pertes de repères d'identité. Donc, tu te dis, mais à Paris, donc par exemple pour nous, on savait ou je pensais savoir qui j'étais. Et sauf que là-bas, j'étais plus cette personne que je pensais être, même s'il y a une trame de fond, je me suis véritablement demandé qui j'étais partout, là où je pouvais être dans le monde. Et je me suis dit qu'il y a quand même un décalage entre moi dans un endroit, moi dans un autre. Et tout mon travail a été de me dire que ce que je suis, c'est là où je suis. Et je me suis dit que tout le travail, c'était d'apprendre à savoir qui je suis, peu importe là où je suis. Et je pense que ma plus grande force aujourd'hui, c'est que je suis devenue assez imperturbable sur cette question, dans le sens où peu importe les personnes qui sont en face de moi, peu importe l'endroit où je me situe, j'ai appris la verticalité. C'est-à-dire l'alignement profond entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens. On n'est pas toujours prêt à dire les choses telles qu'on les ressent sur le moment. C'est un choix, mais il y a une certaine verticalité dans l'être. Et c'est ça que j'ai appris à travers ça. Mais je pense quand même, si je dois parler du rapport au risque, que le risque ne m'a jamais fait peur. Dans le sens où, déjà je suis bélier, donc pour moi la vie est un acte de courage. Maintenant qu'on est là, on est invité à prendre des risques tous les jours. Là où on a la sensation de faire preuve de courage, mais le courage s'exprime dans plein de façons et dans plein de situations. C'est-à-dire que même de parler à quelqu'un alors qu'on a peur de lui parler, c'est un acte de courage. C'est le premier risque qu'on va prendre parce qu'on est confronté finalement à l'inconnu. Et je pense sincèrement que chaque risque qu'on prend dans la vie, c'est quand on est face à l'inconnu et qu'on ose aller le franchir, cet inconnu, et de se jeter dans le vide. Et pour moi, le risque, c'est de se jeter dans le vide en permanence dans n'importe quelle situation. Et je suis sûre que quand toi, tu vas parler de justement tes prises de risque, c'est quand toi aussi, tu as été confronté à cet inconnu. Et pour moi, c'est la clé en fait de se dire à quel moment on prend un risque ou pas. Et je pense que y a une phrase qui me vient toujours, c'est « si on n'y va jamais, on ne saura jamais ». Le risque fait partie de la vie. On croit avoir une zone de confort et puis quand on en sort, on se dit ça y est, je suis jeté dans l'inconnu et hors de cette zone de confort. Mais en fait, plus on avance, plus cette zone qui n'est plus notre zone de confort redevient une zone de confort. Et en fait, on passe notre vie à sauter de zone de confort en zone de confort. Et donc, voilà un petit peu mon analyse sur la prise de risque. Très belle analyse. Ouais, merci. Je ne savais pas sur quoi tu allais te diriger, effectivement. Ouais, je pense que en fait, c'est plutôt la conclusion parce que je pourrais t'en sortir plein des risques. Tu vois, genre, il y a... Il y a un énorme risque, il n'y a pas tout le monde. Moi, la première, quitter ma vie, moi j'ai une maison à Ibiza et une maison à Paris, mais effectivement, de prendre ce risque de tout quitter à Paris et m'installer à Ibiza, c'est ça. Je suis pas prête. Ouais, c'est vrai que je me suis mis dans un inconfort financier énorme. J'ai vendu ce que je pouvais, j'ai redémarré à zéro et je vais même aller plus loin parce que là maintenant j'ai une autre pensée qui me vient. Le risque fait partie de ma nature. Je vais te la traduire comment. Le fait de voyager, de casser mon inconfort, d'aller dans l'inconnu pour oser aller explorer, ça c'est une chose. Mais tu vois, je suis restée donc 8 ans avec quelqu'un et j'ai décidé à l'âge de 31 ans de me séparer. À l'âge où tu es censé te marier, avoir des enfants. Et je pense que ça, c'est une énorme prise de risque. Tu te dis, mais combien aussi de femmes
pourrais rester par confort. En vrai, je pense que dans notre couple, c'était pas insurmontable, mais on était arrivé à un moment où est-ce qu'on prenait ensemble le risque de rebattre les cartes séparément ou de continuer à patauger dans ce qu'on savait, ce qui allait se passer en fait. Et prendre le risque de se séparer à 31 ans quand tu dois te marier, avoir des enfants, alors, selon la société hein, bien sûr, bah franchement c'est un putain de risque. T'en penses quoi vu que tu l'as vécu? Oui, j'allais pas partir dessus, donc je vais pas dire. Non, juste pour ouais. Ah bah oui, effectivement, c'était. Je le voyais pas comme une grosse prise de risque à ce moment-là, mais par contre des peurs de se dire, bah je recommence à zéro à 31 ans, effectivement. Alors que c'est l'âge où normalement, comme tu dis, censé se marier, avoir des enfants, tout ça, ça prend du temps, surtout avec le fait que je sois sur les réseaux, pour moi c'est toujours plus compliqué, j'ai l'impression de trouver quelqu'un, c'est-à-dire que c'est pas forcément plus compliqué de trouver quelqu'un, parce qu'après je reste la personne que je suis, et je suis assez directe avec les gens, et voilà, on va dire que j'ai pas peur d'aller draguer les hommes si... mais en tout cas de me poser avec un homme, et c'est-à-dire être sûre de ses intentions, ça je peux vous dire que sur imaginons on fait une moyenne sur 10 mecs rencontrés, je suis même pas sûre qu'il y en ait un où je suis certaine qu'il soit pas intéressé, donc c'est compliqué. Ouais. C'était aussi ça pour moi, le risque c'était juste je risque de mettre du temps à rencontrer la personne, la personne avec qui je vais me poser, mais la personne qui n'est pas intéressée. Complètement. Bah, je comprends parce que j'ai la même peur de pas retrouver quelqu'un. Ouais, et quand tu as vécu tellement de temps avec une personne, tu te dis est-ce que tu vas pouvoir... En fait, même pendant 1 an là, avec ma séparation, je me suis dit mais comment est-ce que je vais trouver quelqu'un qui soit différent de la personne qui était pour moi en tout point ce que je recherchais, en plus d'un homme, mais chez quelqu'un. Et donc tu m'aides vachement à déconstruire aussi, de me dire que je vais aimer une toute autre personne pour ce qu'elle est. C'est ce que je dis à Jenny et que je conseille vraiment pour du coup m'être séparée, rencontrer d'autres personnes et m'être posée en couple avec des personnes différentes, quoi. C'est que toutes les personnes sont complètement différentes. Donc en fait, si on a peur de cette crainte de se dire, de quitter quelqu'un parce qu'on se dit, il y avait une certaine forme de confort, et si on est resté autant de temps avec quelqu'un, c'est aussi pour ses qualités. Bien sûr. Que dans tous les cas, on ne va pas chercher la même personne avec les mêmes qualités et avec des trucs différents, comme je disais tout à l'heure. C'est que de toute manière, la personne sera complètement différente. Ouais. Donc on va juste rencontrer une nouvelle personne à son intérieur. C'est ça. Mais Et ce que toi tu auras découvert pendant cette relation et après cette rupture, c'est ce que à l'intérieur de toi, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus chez quelqu'un. Ouais, complètement. Et je me suis toujours dit, j'ai l'impression d'avoir rencontré l'amour de ma vie, et je me suis dit, peut-être un amour, on en a qu'un, et j'aimerais pas. Je peux te dire que si on en a qu'un, c'est que tu l'as pas encore rencontré. Ouais, mais moi je te crois, parce que t'as beaucoup raison. J'espère qu'on peut rencontrer des amours dans sa vie, passer des super années avec des personnes et tout, il y a pas de doute. Mais en tout cas, la personne avec qui tu décides de rester, de construire tout ça, pour moi, il y en a qu'une, et parfois on la rencontrera jamais, parce qu'on rencontrera des amours. Des amours, oui, t'as raison. Chaque relation est intéressante sur le moment où on la vit, donc... Oui, t'as complètement raison. Un jour on décide de partir pour telle ou telle raison, c'est pour certaines choses, mais en tout cas quand on va décider de vivre les relations, c'est pour... Non mais c'est sûr. Mais je pense que c'est le cerveau aussi qui se met en marche, tu sais, en train de se dire, j'en reviens à la question sur le risque, est-ce que t'as bien fait de prendre ce risque ? Est-ce que t'es sûr ? Mais si t'étais resté, mais si ça... C'est de te dire qu'au fond de toi, t'avais vraiment ces questions-là, t'aurais déjà répondu à ça et tu serais certainement retourné vers ton ex. Complètement, chose que j'ai jamais fait. Voilà, t'aurais déjà entrepris les choses. Complètement. Voilà, ça c'est juste tes peurs qui parlent. Exactement. Tu te dis ça, mais en tout cas, tu serais retourné. Ouais, complètement. Et j'y suis jamais retournée. Parce que l'évolution, à chaque prise de risque, il y a une évolution certaine derrière. Et l'évolution que j'ai fait en 1 an est juste phénoménale. Donc... Et je finirai peut-être par ça sur la prise de risque. Prendre un risque, c'est aussi aller peut-être à contre-courant de quelque chose. Dans le sens où il faut accepter d'être aussi seul dans son processus de décision. Quand on prend un risque, c'est souvent contre l'avis d'une personne, et même les plus proches de toi, je pense à la famille, je pense aux amis, où le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de te dire mais non, tu devrais pas faire ça, parce que non, mais là t'es bien, etc. Parce que eux, en fait, ils ont un automatisme de te protéger. Donc c'est sain, et à la fois ils parlent pour eux, c'est-à-dire que eux ne l'auraient jamais fait parce que pour eux c'est ça le confort, etc. Mais au final il y a aussi ce rapport, est-ce que tu es capable de prendre cette décision seule, parce qu'il y a toujours un moment où quand tu prends un risque, tu es seul dans le processus, et le fait de maintenir
le cap de se dire que aussi longtemps qu'il le faudra, j'avancerai à contre-courant. Là, tu vas au bout de ta prise de risque. Parce que pour moi, une prise de risque, elle n'est pas seulement en une décision, elle est sur le long terme. Elle est réfléchie. Parce que là, dans ce que tu dis, j'ai peur que les gens qui aient une réflexion, tu sais, assez soudaine sur un truc et prendraient une décision assez rapidement, même en se disant il y a tout le monde qui est contre moi et c'est complètement un contre-courant de ce que je dois faire. Évidemment. Mais écoutez, je dois y aller. Bon, parfois on fait des conneries. Ah, mais complètement. Non, ça je suis d'accord. Parfois on fait même des conneries que l'univers nous invite à faire parce que, en fait, on peut le prendre sous plusieurs angles, le truc. Simplement, si on s'écoute et que c'est pas effectivement une pulsion, et qu'on mûrit l'idée dans sa tête, on pèse les pour et les contre. Effectivement, ça doit être réfléchi. Mais parfois, on ressent des choses qui nous poussent à aller quelque part. C'est un peu le destin qui te pousse par derrière. Et même si au final, c'est une connerie, il y a un moment dans la vie où on va se dire c'était peut-être pas tant une connerie que ça, même si sur le moment, j'ai un peu fait de la merde. Donc, on peut le prendre un peu sous tous les angles. Voilà, moi, je pense que j'ai répondu à ma question. Super. À toi. Je pense que je vais être un peu plus rapide que toi sur le sujet parce qu'on l'a vachement développé. Et je voulais rester sur la première chose qui m'est venue quand j'ai lu la question et qui m'est venue après par la suite. Donc je te repose la question, quel est le plus grand risque que tu aies pris ? Alors effectivement, moi quand j'ai lu la question tout à l'heure, c'est vrai que quand j'ai lu risque, j'ai pensé à peur. Normal. La première chose qui m'est venue à l'esprit sur le moment tout à l'heure, où je me suis rappelé qu'est-ce qui m'a fait peur. Je ne dirais pas sauter en parachute parce que si c'était le cas, je vous aurais dit ça, parce que je ne le ferai jamais. Jamais. La première fois où j'ai vraiment ressenti de la peur, où je sentais que je prenais comme un risque, c'est la première fois que j'ai acheté mon premier appartement en résidence principale. Ouais. Pour moi, ça a été une vraie tempête à ce moment-là. Il s'est passé beaucoup de choses et ça a été le début notamment de mes crises d'angoisse. Ah ouais ? Oui. Et en fait, j'ai mis un moment à analyser le pourquoi du comment. Je me rappelle très bien ma première crise d'angoisse. Je me rappelle quelle est la chose qui a développé cette crise d'angoisse. Donc, c'était pas vraiment lié à ça. Sauf qu'après, j'ai continué les crises d'angoisse sur un moment, sur plusieurs années. Donc, j'avais les crises d'angoisse où j'avais peur parce que j'étais déjà tombée dans les pommes en faisant une crise d'angoisse. Donc, après, j'avais constamment peur de tomber dans les pommes, de perdre connaissance, tout ça, nanana. Ça a duré longtemps. Ouais, ça a duré très longtemps. Après, mes crises d'angoisse, j'en ai un peu parlé sur les réseaux, mais c'est vrai que je suis jamais trop rentrée en détail. Mais après, mes crises d'angoisse se sont vraiment surtout développées avec une peur de la mort. C'est là où j'ai commencé à avoir peur de l'avion. Et en fait, donc, j'ai cherché tout ça dans ma tête pour essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce que d'un coup j'ai peur de l'avion ? Pourquoi est-ce que d'un coup je vois la mort partout ? Mais c'est-à-dire que je me voyais en scooter rouler, j'imaginais l'accident, je m'imaginais tomber à tel endroit, je voyais des images, mais vraiment, je vous jure, des images horrible, scène de crime de télé, quoi. Et donc, je cherchais le lien, je me disais, ok, c'est parce que le soir, je regarde ça à la télé, donc après, je pense à ça, nanana. Bref, et je suis allée chercher vraiment dans la profondeur de mon esprit de savoir où est-ce que c'était venu. Et en fait, j'ai trouvé l'élément déclencheur. C'était lié à l'achat, du coup, de cet appartement. C'est ouf. Lié au crédit que je prenais sur cet appartement. Ok. Et à l'engagement que je faisais là-dessus. J'ai compris. À la grosse somme d'argent. Donc, en toute transparence, j'ai toujours été transparente sur tout ce qui est chiffres, tout ça. Mon premier achat, du coup, à Paris, c'était un appartement dans le centre de Paris. Il était à 1 million d'euros. Et du coup, c'est une énorme somme qui m'engage sur 25 ans à l'époque. Et cette somme, en fait, quand tu la prends à la banque, surtout quand tu dépasses une certaine somme, je ne sais plus si c'était 600 000, 800 000 ou 1 million d'euros, tu dois faire des tests pour les assurances et tout. On te fait une échographie cardiaque, des choses comme ça. Et en fait, c'était la première fois où d'un coup, genre, on mettait un zoom sur ma santé qu'on n'avait jamais regardé. Je me retrouve à devoir prendre des assurances, des trucs comme ça, où je remplis des documents. Et on me dit, là, si vous décédez, vous voulez mettre telle ou telle personne, vous voulez mettre qui sur le contrat ? Et en fait, d'avoir entendu, je me suis souvenu qu'en fait, toutes mes crises d'angoisse venaient de ce jour-là, où la personne m'avait dit en rendez-vous, si vous décédez, qui bénéficiera du contrat ou je ne sais quoi. Je ne sais plus ce que c'était la phrase, mais en fait, c'était le « si vous décédez ». Et cette phrase, elle a débloqué un truc dans ma tête et je me suis dit, mais attends, si je décède, c'est pas une question de à qui reviendra cet argent sur le contrat, mais qui va ? Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais attends, mais est-ce que ma mère, elle pourra jamais s'occuper de mon appartement ? C'est des sommes qui sont astronomiques. Si elle doit payer le crédit pendant un moment, bon, bref, on est assuré pour tout ça. Mais vraiment, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, je prends ce risque-là parce que c'est mon argent et que je prends ce risque. Mais en fait, s'il se passe quelque chose, qui va s'en occuper, en fait ? C'est ouf. En fait, ça a fait le zoom sur moi, sur ma santé, sur la potentielle mort. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, je me disais, mais imagine là, je décède. Imagine là, je meurs en avion. Imagine, il se passe ça, nanana. Et tout est parti autour de ça. Et du coup, pour moi, ça a été le plus gros risque. Ça a été de signer mon premier appartement
avec une aussi grosse somme. C'était pas un investissement immobilier dans la pierre ou avec une plus petite somme d'argent, mais c'était cette grosse somme d'argent qui m'a fait très peur. Je vous assure, depuis, ça va mieux parce que j'ai vachement travaillé là-dessus, notamment sur mes crises d'angoisse. Mais par rapport T'en fais presque plus aujourd'hui? Non, j'en fais presque plus. Mais par rapport à ce sujet-là, je l'ai vraiment traité. Mais avec les années où je me suis rendu compte que si demain il y a une galère ou même moi je peux plus payer mon crédit, il suffit de vendre. Je suis avec des grands guillemets, mais tu vois ce que je veux dire, de vendre ton bien et que voilà. Mais en fait, et sur le moment, voilà. Donc pour moi, ça a été le plus grand risque et ça a été de signer ce crédit à plus d'1 million d'euros. Ça a été une énorme. C'est ouf. Je pensais même risque pour moi. Ouais, mais je pensais même pas qu'on puisse aller dans de tels questionnements avec l'achat d'un bien. Moi non plus. Tellement pas sensible à l'immobilier. Toi, je sais que c'est une passion d'ailleurs, même. Mais j'ai cherché. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là? Je vous dis, ma première crise d'angoisse n'était pas liée à ça, mais en fait, je cherchais qu'est-ce qui se passait sur cette angoisse de la mort qui me suit partout dans tout ce que je faisais, et je savais que c'était lié à cette signature parce qu'on avait utilisé le mot. Le mot de décès, quoi. Si vous décédez, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je signe des papiers qui m'engagent pendant tellement d'années, mais qui engagent peut-être les gens par la suite si je suis plus là. Et du coup, moi, à ce moment-là, j'ai ressenti que c'était le plus gros risque que je prenais. C'est ouf parce que ça me fait penser à ton hyper-responsabilité. Tu vois, parce qu'on était en train de poser des questions à ChatGPT tout à l'heure. Ah, on le fera dans un deuxième épisode, ça. Celui qui va venir juste après. On va vous montrer un petit peu ce qu'on a trouvé. Donc, il y a ce lien à l'hyper-responsabilité où c'est vrai que tu as envie d'anticiper chaque chose pour toi et pour tout le monde dans toute situation. Donc là, franchement, c'est la preuve de ça. Et deuxièmement, c'est vrai que t'aimes pas parler de la mort. C'est vrai que, et là, je sais que là, je la titille un peu parce que on ne doit pas en parler. C'est vraiment quelque chose qui, et je suis complètement en train de le faire. Ouais, mais c'est vrai que dans des situations où on se retrouve le soir entre nous, on discute. Je parle pas d'esprit ou autre. Et d'un coup, on va commencer à parler d'une maladie et on va en venir en parler de la mort et tout à chaque fois. Oui, c'est quelque chose qui, tu veux pas en entendre parler. Néanmoins, comme la carte, c'est quel est le plus grand risque que tu aies pris, je suis obligée de souligner que la mort fait aussi un petit peu partie du process. Si tu le vois comme ça, tu sais où je veux en venir. Mais quand on se dit, on n'a qu'une vie. Alors, même si je crois en la réincarnation et tout ça, on n'a quand même qu'une vie. On n'a que cette vie. Et à chaque fois qu'on a peur de prendre des risques, c'est qu'on ne mesure pas que la vie peut avoir une fin demain. Et donc, si on ne se répète pas qu'on n'a qu'une vie, on n'a que cette vie, eh bien, on ne prend jamais de risques. Et donc, finalement, ce rapport à la mort, il arrive toujours à un moment sur le tapis. Et je pense qu'inconsciemment, tu te l'es dit aussi. Tu t'es dit, en fait, ok, t'as entendu décès, mort et tout ça, mais tu t'es dit aussi, j'ai qu'une vie et il faut que je le prenne, ce risque d'acheter ce premier appartement. Et c'est aussi comme ça que t'as développé ta passion pour l'immobilier, tu vois. Regarde, en prenant un risque, t'as aussi ouvert ta vocation, ta voie. Regarde tout ce que t'as fait derrière, avec la décoration, la rénovation. Tout est au départ d'un risque. C'est vrai. C'est ouf. Bien fait de prendre ce risque. Mais toi qui n'aimes pas parler de la mort, je pense que la mort est importante dans le process du risque. Et donc, peut-être que c'est le message à retenir. On n'en parlera pas. Enfin, on verra sur quoi on tombe par la suite. Parce que si on tombe sur ma fameuse question de la réincarnation et du karma, on va plonger dedans. Bon, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, à bientôt. À bientôt. Petit aparté sur cet épisode. Donc, dans l'épisode précédent, on avait tiré une carte à laquelle vous deviez répondre, mais pour une question de praticité, parce que vous savez, on enregistre les épisodes à l'avance, on les monte et après on les poste. On y répondra au prochain podcast.